Merci Didier donc, pour cette passation. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honorée de prendre la succession d'Agnès Buzyn pour donc présenter ces rencontres, présenter le sujet, accès aux soins, accès à la santé. Alors j'ai pris moi une perspective un peu particulière, c'est de replacer donc le sujet par rapport à la finalité du travail sur l'accès aux soins, l'accès à la santé, donc par rapport à la question de l'amélioration de la santé, de la réduction des inégalités de santé. Alors, nous attendons les diaporamas. Voilà, je pense qu'on peut passer à la première diapositive. Voilà. Alors, bon, quelques chiffres pour commencer que vous connaissez tous pour planter le décor, en fait, des bons résultats d'une espérance de vie donc en France parmi les plus élevés d'Europe pour les femmes et pour les hommes également. 84% de la population française qui réside dans une commune où il y a un médecin généraliste. 99,9% de la population française accède à un médecin généraliste en moins de 20 minutes. 99% de la population française est couverte également par un système d'assurance maladie pour un panier de soins de base. Donc on pourrait se demander quel est le problème. Oui, mais l'espérance de vie a augmenté sur la période 2005-2015 moins vite que sur la décennie précédente. Il y a encore 8,1% de la population qui aujourd'hui se trouve dans une situation de faible accessibilité. Le taux de renoncement aux soins pour des raisons financières est important, moyenne de 25% de la population métropolitaine en 2014, et ce taux de renoncement aux soins varie suivant le revenu du ménage. Un écart d'espérance de vie donc à 35 ans entre les cadres et ouvriers qui est de 6,4 ans pour les hommes et de 3,2 ans pour les femmes, donc en quantité. En qualité également, on note des écarts puisque les hommes cadres peuvent espérer vivre sans incapacité 75% du temps qu'il leur reste à vivre, alors que les hommes ouvriers ne peuvent espérer vivre que 60% sans incapacité du temps qu'il leur reste à vivre. Alors, certes, ces différences d'espérance de vie en fonction du niveau d'instruction ont diminué de façon constante au cours des 20 dernières années, comme le montre le graphique que vous avez sur votre gauche. Certes, en France, ces chiffres, donc ces résultats restent inférieurs à la moyenne ces écarts restent inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. Toutefois, on peut observer que les différences d'espérance de vie en fonction de la catégorie socio-économique n'ont pas convergé sur les 20 dernières années. L'état de santé auto-évalué des groupes peu qualifiés n'est pas bon. Et ces personnes se disent plus insatisfaites des soins offerts par leur médecin généraliste. 81% des personnes qui se déclarent en mauvaise santé sont également préoccupées par la santé des Français. 54% d'entre elles pensent que l'état de santé des Français s'est dégradé au cours de ces dernières années. Dans tous les cas, c'est 20 points de différence par rapport à ceux qui se déclarent en bonne santé. Il existe également, comme le graphique sur la droite de la diapo le montre, des disparités géographiques, la différence d'espérance de vie entre les personnes vivant dans les départements affichant des taux de chômage les plus élevés et celles qui vivent dans des départements affichant des taux de chômage bas, a augmenté de 6 mois depuis le milieu des années 2000. Alors, ces chiffres nous montrent que la santé ne dépend pas uniquement de l'accès aux soins, mais de l'exposition à un certain nombre de risques sanitaires, mais également sociaux, comme illustré par le modèle de la Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS. On sait que 15 à 20% des résultats de santé d'une population sont imputables au système de soins. On sait aussi que l'état de santé d'une population dépend de la structuration sociale de cette population, ce qu'on appelle donc le gradient social de santé. Ce gradient social de santé est un véritable défi, en fait, puisque la distribution du risque est socialement structurée, donc comme je l'ai dit aussi en fonction des caractéristiques suivantes.
D'abord, il y a un effet cumulatif. Les risques sanitaires sont en général liés aux risques sociaux et se cumulent tout au long de la vie. Il y a un effet de concentration également, puisque un risque n'arrive jamais tout seul. Des études montrent que les personnes à faible revenu ou celles qui sont moins scolarisées sont davantage exposées à plusieurs facteurs de risque. Et cette concentration des risques est aussi problématique parce qu'il existe des effets de synergie entre les risques, tabac, obésité et puis maladies cardiovasculaires, par exemple. Enfin, des études montrent donc qu'il existe des causes fondamentales qui déterminent l'accès aux ressources et à la capacité à les transformer en ressources de santé. Ces causes sont liées donc à l'appartenance à des groupes sociaux. Ces causes renvoient à une question d'éducation, une question d'insertion dans un réseau social. Et elles agissent donc de telle manière que lorsque l'exposition au risque cesse, que même lorsque l'exposition au risque cesse, les gains de santé ne sont pas équivalents. Si la distribution donc, du risque sanitaire et socialement structurée, la capacité à y faire face est également socialement structurée. Alors parler d'accès aux soins ou d'accès à la santé renvoie donc à la possibilité d'un individu de recourir aux soins dont il a besoin en fonction de son état de santé, ce qui suppose d'emblée donc l'existence d'obstacles. Alors comment qualifier ces obstacles, comment les mesure-t-on? Les indicateurs traditionnels prennent en compte la distance d'accès aux soins, prennent en compte la disponibilité des services, c'est-à-dire le rapport entre l'offre et la demande, prennent en compte quelquefois la combinaison de la disponibilité et de la distance, ce qu'on appelle l'accessibilité potentiellement limitée, prennent en compte le coût également d'accès aux soins. Ces indicateurs donc sont utiles, nécessaires même, mais il suppose que sur un territoire donné, tous les individus ont le même degré d'accessibilité aux soins dans la mesure où cette accessibilité est supposée dépendre exclusivement des caractéristiques de l'offre. C'est ne pas tenir compte du vécu des usagers qui intègrent également dans leur ressenti des critères de commodité et de commodité donc en termes d'horaire, en termes d'attente et d'acceptabilité en termes de pertinence culturelle. Donc le critère aussi peut être de distance peut être mis en concurrence avec le critère de réputation. Certains individus n'hésitant pas à faire des kilomètres pour avoir une consultation auprès d'un médecin ou dans un établissement dont ils connaissent la réputation. La qualité également de la relation avec le médecin est également mise en concurrence avec le temps de trajet. Globalement, les enquêtes par questionnaire menées auprès des patients soulignent que relativement peu de patients parlent de leurs difficultés en termes de distance. C'est plutôt des délais d'attente qui sont évoqués ou des difficultés à prendre des rendez-vous. Alors, il n'y a donc pas d'un côté des patients qui se déclarent en difficulté pour accéder aux soins dans des zones défavorisées, et puis des patients qui habitent dans des zones favorisées et donc n'ont pas de difficulté pour accéder aux soins. Sur un même territoire, et pour une même offre de soins, les paramètres de l'accès aux soins sont l'âge en premier, l'isolement, le degré de mobilité et ensuite les ressources économiques. Plus les patients sont âgés et moins ils ont tendance à déclarer et rencontrer donc des difficultés pour accéder aux soins, pour renoncer aux soins, sauf si ils sont dans un territoire rural et qu'ils n'ont pas de réseau social qui peuvent, donc de personnes autour d'eux qui peuvent les accompagner dans leur trajectoire de soins. Par contre, chez les jeunes, c'est l'accès en cabinet, c'est l'attente en cabinet, ce sont les horaires de consultation, le manque de disponibilité des médecins qui sont des obstacles majorés par les jeunes. Alors, quels outils pour accéder pour améliorer l'accès aux soins?
Alors, j'ai fait une revue de la littérature sur le sujet, donc en m'appuyant sur déjà l'existante revue de la littérature internationale publiée par l'IRDES et en la complétant. Alors, il y a trois éléments qui sont importants. C'est donc la question de l'accès financier, c'est la question de l'organisation du système de santé, et c'est la question de la prévention. Alors, l'amélioration de l'accès financier, eh bien, bon, classiquement, une fourniture complète du coût des soins d'une population auparavant non couverte permet d'augmenter leur recours aux soins, permet d'augmenter également leurs résultats de santé, notamment lorsque cette mesure est prise pour des populations donc, qui n'étaient pas couvertes et visant les plus pauvres ou les enfants. Mais ces dispositifs ont une efficacité relative dans la mesure où souvent, des études montrent qu'ils n'atteignent pas forcément toute la population éligible à ces dispositifs d'amélioration d'accès financier aux soins. Soit par une mauvaise connaissance de la part de la population concernée, soit parce que les démarches à faire pour monter les dossiers sont complexes et sont trop lourdes, soit enfin par la peur de la stigmatisation que ces dispositifs pointent. La fourniture donc, de soins gratuits est un autre moyen d'améliorer l'accès aux soins. Qui est efficace dès lors que la qualité des soins est contrôlée, parce que ce que la littérature montre effectivement, c'est qu'il y a des différences de qualité qui sont observées entre les soins gratuits et les soins payants. Améliorer donc l'organisation des soins est une autre dimension de l'amélioration de l'accès aux soins et à la santé. Alors au niveau local, comme le dit Madame la Ministre, il s'agit d'augmenter le temps médical auprès de la population. La revue de la littérature montre aussi l'impact de l'organisation des soins primaires sur l'accès aux soins. Et notamment l'impact d'une organisation forte de soins primaires. Donc des soins primaires de type normatif hiérarchisé ou de type professionnel hiérarchisé sont plus efficaces que des organisations de soins primaires faibles. Soins primaires normatifs hiérarchisés, c'est l'organisation des soins de l'Espagne, de la Suède, de la Finlande, par exemple. Les soins primaires de type professionnel hiérarchisé, donc ce sont les soins primaires où le médecin généraliste joue un rôle de pivot important, comme au Royaume-Uni. Donc, importance de l'organisation des soins primaires, importance également de la collaboration entre les professionnels de santé, d'un travail pluriprofessionnel, et des études donc, ont évalué l'importance de ce travail-là, notamment dans le cadre de programmes de prise en charge de maladies chroniques orientés vers des populations défavorisées. Au-delà de ces principes d'organisation, ce sont donc des systèmes de santé intégrés qui semblent permettre l'émergence de politiques publiques coordonnées pour favoriser efficacement l'accès aux soins et la réduction des inégalités qui est important. Enfin, les actions menées dans le domaine de la prévention sont également un des leviers sur lequel il convient d'insister, dans la mesure où ces actions visent le comportement des individus vis-à-vis de leur santé, visent à agir sur les styles de vie qui peuvent contribuer à renforcer les inégalités de santé. L'une des difficultés de la prévention, c'est de fournir des interventions adaptées aux groupes sociaux. Et donc, la littérature suggère que des interventions donc, ciblées par du face-à-face entre professionnels et individus, par un accompagnement personnel donc en lien avec les travailleurs sociaux, donc pas simplement les travailleurs, enfin les paramédicaux ou les médecins, mais en lien avec les travailleurs sociaux, voire même en lien avec la communauté, en ciblant donc des pathologies qui contribuent le plus aux inégalités de santé, comme les pathologies cardiovasculaires par exemple. Je vous remercie de votre attention.